rien ne s'est arrêté avant. Je veux dire, on a fait 13 manifestations, la 14e le 15 septembre. Et cette bataille est d'autant pas finie que nul n'a voté cette fois dans ce pays. Nulle part. Parce que l'article 49.3, c'est ça. C'est celui qui empêche de voter. Le Parlement ne s'est pas prononcé pour, c'est par défaut que le gouvernement continue à gouverner malgré le fait qu'il n'ait pas eu le vote du Parlement. Et nous avons intérêt à le dire et à le redire, parce que la dernière fois que c'était arrivé, c'était le CPE, il y avait un 49.3 et le CPE a été retiré après. Donc je ne considère pas du tout que la bataille soit finie, je considère que nous la continuons. Et il faut d'autant plus la continuer que c'est la plus dure des attaques qui est. Enfin, elle est exceptionnelle, quoi, je veux dire, contre 100 ans d'histoire du Code du travail, c'est-à-dire contre la construction du Code par les combats de notre classe sociale pendant 10 décennies. C'est pas la mitraillette qui sont allés contre le Code du travail, c'est au bazooka, c'est une bombe thermonucléaire contre les fondements du Code. C'est même incroyable qu'un gouvernement issu de la gauche ait pu aller aussi loin contre toute l'histoire de la gauche. J'ai l'habitude de dire que là, dans cette loi, Hollande a détruit ce qu'ont fait Léon Blum, François Mitterrand et Lionel Jospin. Parce que c'est une attaque contre l'ordre public social, contre l'état de droit dans les entreprises qui s'est produit. Et cette attaque-là, elle est dans l'article 1 et pas seulement dans l'article 2. Parce que l'article 1, il dit en gros les droits, libertés des travailleurs. Alors, moi, je n'appelle pas la loi travail, excusez, c'est une loi contre le travail. Et le Corbet a revendiqué qu'elle porte son nom, c'est sa responsabilité, et elle porte son nom, jusqu'au bout, jusqu'à la vie. Mais cette loi, elle dit dans le premier article, elle dit en gros les droits des travailleurs seront subordonnés au bon fonctionnement des entreprises. L'origine du Code du travail, c'est le contraire. J'ai fait, je crois, 130 meetings dans 70 départements et j'ai dû me dire à chaque fois. C'est la catastrophe de Courrières. En 1906. À Courrières, il y a un coup de réseau. Il y a 1099 morts d'un seul coup. Et le patron exige que le travail soit repris aussitôt, sans qu'on recherche les survivants. Ça va se passer comme ça, et il va y avoir 13 plus 1, en fait 14 survivants, qui vont, par leurs propres moyens, ressortir de la mine 13 jours plus tard. 13 jours plus tard. C'est un tel choc dans l'opinion, à l'époque il n'y a pas BFM, il n'y a pas de télé. Mais c'est un tel choc quand même dans l'opinion, qu'il y a une mesure historique qui est prise. C'est la création du ministère du Travail, puis du Code du travail. Et la création du ministère du Travail, elle est faite pour que le droit du travail échappe au ministère de l'économie. Le droit du travail est constitué contre les exigences des entreprises. Il est fait pour donner la priorité à la protection des humains qui travaillent, contre les exigences de compétitivité, de flexibilité, de productivité, que les employeurs publics de celui du patron de Courrières, de la mine, avaient manifesté en refusant qu'on cherche les survivants. C'est ça la naissance et le concept qui préside en 1910 au premier code du travail. Il n'y a pas des codes du travail dans tous les autres pays. Souvent c'est du droit civil, il n'y a pas un code spécifique. Nous avons en France un code spécifique à cause de la catastrophe de Courrières et de ce qui a ensuite permis de construire un document. Au début, il avait, en 1910, il avait 3 lois et 80 décrets. Il était petit le code, puis ensuite il s'est enrichi par les luttes sociales. C'est un code vivant, incarnant, suivant les rapports de force sociaux. Vous avez les grèves de 1920 de 1936, la sortie de 1945, vous avez mai 68, vous avez les lois Auroux, vous avez jusqu'à la loi Aubry sur les 35 heures. C'est une construction sociale, et cette construction sociale est mise à bas le jour où François Hollande dit dans sa conférence de presse en septembre dernier, nous allons adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. En une seule phrase, c'est une contre-révolution. En une seule phrase. Puisque ça faisait un siècle qu'on se battait pour adapter les entreprises au droit du travail. Tout est là, conceptuellement. Je vais vous donner un exemple. Autant je ne peux pas faire
Je vais vous donner un exemple qui vient d'arriver. Le 22 août, là, il y a 8 jours, il y a un article dans Le Monde qui vous informe que les accidents du travail sont plus nombreux dorénavant chez les jeunes que chez les adultes. On vient de constater ça dans la dernière année. C'est terrible comme constatation. Alors pourquoi? Je vais vous dire. Parce qu'avec l'esprit d'adapter les entreprises, le droit du travail aux entreprises, même avant la loi El Khomri, Rebsamen, le ministre, avait pris un décret. Le décret a été travaillé à partir du 1er février 2015 et est rentré en vigueur le 1er mai 2015. C'est le décret qui enlève à l'inspection du travail le droit d'être informé préalablement et de donner des autorisations pour que les jeunes soient exposés sur des machines dangereuses ou soient autorisés ou pas à monter sur des échelles, des escabeaux, des marches. Ce décret est rentré en vigueur le 1er mai 2015. Et vous avez, ensuite, vous n'avez plus de... Le patron ne consulte plus l'inspection, n'informe plus l'inspection, ne demande plus l'autorisation à l'inspection. Il peut directement prendre un jeune, le faire monter sur des échelles ou le mettre dans des machines dangereuses. En 500, ça doit faire 560 jours, c'est-à-dire en 18 mois, avec simplement cette mesure levée, le passage des jeunes en tête des accidents de travail s'est réalisé. Ils ont adapté les apprentis aux besoins des patrons. Ils ont fait que les apprentis, les patrons puissent les prendre plus facilement, sans être embarrassés, et les faire monter sur une échelle, les faire monter, les mettre dans une machine dangereuse. À Mulhouse, un gamin de 14 ans et demi, parce que maintenant l'apprentissage peut-être à 14 ans, a été mis à nettoyer un pétrin dans une boulangerie industrielle. Le pétrin s'est remis en route, le gamin a été broyé. C'était à Nantes, c'était l'année dernière, un mont, je ne sais plus la ville exacte, à côté de Nantes, entre Rennes et Nantes, Lille, je crois. Ils l'ont fait monter sur une échelle et il est tombé, il y avait une traînée en dessous et il s'est tué. Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui se permet de remettre les enfants au travail et leur faire courir plus de risques que les adultes? Le gars qui a écrit l'article dans Le Monde le 22 août dernier, il dit, et en plus on peut comprendre parce que le taux de chômage des jeunes étant de 29,5%, quand ils, je cite, quand ils réussissent à décrocher un travail, ils font tout ce qu'il faut pour le conserver. Le gars du Monde, c'est un gars qui a la chaire en matière au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, qui dispose de la chaire pour étudier cela en termes de statistiques et de conséquences. 22 août, en un an, vous avez adapté les apprentis et il voulait qu'ils fassent 40 heures et il voulait qu'ils fassent des journées de 10 heures. C'est pas un des reculs les plus importants. Le droit du travail est né pour protéger les enfants au début, qui travaillaient jusqu'à 11 heures, 12 heures par jour et il n'y avait pas de limite d'âge. Et d'ailleurs, vous savez peut-être le préambule Badinter en janvier dernier, il disait le travail des enfants sera interdit avant 16 ans, point, sauf si la loi en décide autrement. C'est pour ça que je dis, tout a été foulé au pied dans cette loi. Et donc il ne peut pas y avoir de repos pour lutter contre. Il ne peut pas y avoir d'attentisme. On n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on renverse cette loi et ceux qui l'ont fait. J'ai été 30 ans inspecteur du travail, le code du travail à la main. J'ai dû visiter 10 000 entreprises. Avant moi-même, j'étais ouvrier, j'ai fait tous les boulots qu'il faut, j'en ai fait 14 ou 15. Mon père était ouvrier et il a eu un accident du travail qui lui a toujours laissé une trace dans la main. Ma mère était soignante. Qu'on puisse attaquer dans notre pays un code de droit fondamental de ceux qui produisent les richesses. De cette façon-là, nous ne pouvons pas, ce n'est pas une banale combat, ce n'est pas un banal rentrée. Ce n'est pas une continuité pour essayer d'avoir la 14e manif. C'est décisif pour la vie de tout le monde de dire qu'on ne s'arrêtera pas et que l'on va nous entendre jusqu'au bout, et ses successeurs éventuels aussi. Et qu'on ne fera pas la paix avec ceux qui ont conçu cette loi. Vous avez vu comment il y a des récits, là, des petits bouquins qui sortent. Le 8 mai, ils ont décidé le 49-3 dans un coin, à 4 personnes. Après, ils ont dit qu'ils ne céderaient pas parce qu'il y avait des syndicats qui étaient pour et qu'il n'y avait pas de raison de céder. Et que de toute façon, c'était pour une histoire de modèle social parce qu'on nous exigeait ça en contrepartie du fait qu'on nous demanderait moins de taux d'intérêt au niveau européen si on faisait ça. Et que ça rentre dans un marché total duplice de pouvoir ainsi traiter ces 18 millions de salariés du privé. Le salariat est majoritaire en France. Le salariat, c'est-à-dire ceux qui ont des droits, qui ont un statut.
Il est majoritaire, ouais, d'accord. Bon, je vais plus vite. Mais quand même, c'est 93% des actifs. 93% des actifs. Quand on parle des artisans, des auto-entrepreneurs, etc., ce n'est que 7% des actifs. En 1945, il y avait 55% de salariés et 45% d'indépendants. Mais les indépendants ont perdu, c'est pour ça que le RSI est foire. Et d'ailleurs, moi je suis pour la suppression du RSI, tout le monde a la sécurité sociale. Mais le salariat, c'est 93%. Leur but, c'est de le faire regresser. Dans tous les journaux, vous avez, est-ce la fin du salariat? Ce sont des imbéciles. Le salariat progresse dans le monde entier. Il y a 1 milliard de salariés de plus dans les 30 dernières années. L'OIT vous le dira. Le travail informel recule partout. Et en France, on veut nous essayer de faire remonter le travail informel, les auto-entrepreneurs, d'ubériser, de réaliser et de refaire passer les gens indépendants sans statut, sans cotisation sociale. Parce que non seulement ils s'attaquent au salariat dans son statut, mais ils s'attaquent aussi au principe du salariat en essayant de redévelopper les indépendants. Cette réaction-là, nous pouvons à coup sûr la gagner. Le salariat ne reculera jamais. Même le capitalisme ne peut pas le faire. Même dans les grandes entreprises, ils ont besoin de salariés bien formés, bien traités, bien payés. Sinon, ça ne marche pas. Ce n'est pas les flexibles qui font tourner une économie. Ce n'est pas les précaires qui font tourner une économie. Même leur économie capitaliste a besoin de gens qualifiés. Par contre, ils essaient de faire une bataille idéologique, pratique, théorique, juridique pour faire reculer et le coût du travail, et le droit au travail, et le statut du travail, et la protection sociale qui est liée au travail. Donc on a ça à faire pour le cas de l'argent. Les gens se demandent quand même, on va se battre là. D'abord, moi je me félicite qu'il y a un meeting de Philippe Martinez et de Jean-Claude Valli qui va à Nantes le 7 prochain. J'ai cherché en mémoire, je vois que depuis la guerre, c'est la première fois qu'il y a un meeting de rentrée commun avec les 2 dirigeants syndicaux nationaux depuis la session syndicale. C'est quand même pas un petit événement, c'est bien qu'il en soit ainsi, parce qu'il faut l'unité syndicale, et on n'est pas majoritaire au plan syndical. 80-85% des syndicats sont contre. Si on dit le syndicalisme est partagé, ben, je m'excuse quand même. CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaire, mais aussi CGC, qui au terme d'un congrès a pris une position contre la loi El Khomri. Et l'UNSA dont on ne parle pas. Il y a une raison simple pour qu'on n'en parle pas. C'est que le Conseil national de l'UNSA est contre la loi El Khomri et le Bureau national pour. Et oui, il y a une majorité dans l'UNSA contre. Mais comme les statuts de l'UNSA ne permettent pas, dans la CFDT, ils excluent. Mais dans l'UNSA, ils ne peuvent pas, les statuts ne permettent pas. Nous sommes le syndicat autonome. Ce qui fait qu'en vérité, ils ne peuvent pas bouger leur propre statut, leur propre expression, mais en vérité, majoritairement, l'UNSA est contre. Je vous rajoute un syndicat de plus. Puis je vais vous parler de la CFDT, parce que moi, je n'ai pas d'ennemis parmi les syndiqués, ni parmi les syndicats. La Fédération de la métallurgie, CFDT, est contre. Ils m'ont invité, c'était à Wittelen. J'ai eu une salle de 180 dirigeants métallurgistes de toute l'Alsace-Lorraine, de la CFDT. Ils avaient recouvert les affiches de leur propre syndicat pour mettre des mots d'ordre contre la loi El Khomri. J'ai fait 6 heures de formation contre la loi El Khomri, applaudi par une salle entière de responsables CFDT. Il faut de temps en temps le dire à ceux qui ne mentionnent pas, qui n'étudient pas les ravages qu'a fait la loi El Khomri dans le mouvement syndical contre elle. Et donc à la fin, il vous reste le noyau dirigeant de la CFDT et de la CFTC. La CFTC est très groupusculaire, beaucoup plus qu'elle est censée avoir obtenu comme voix aux dernières élections dans le dernier système électoral qui date de la loi de 2008 et qui a été reconnu seulement le 31 mars 2013. Et donc on a 80 à 85% du syndicalisme contre. Alors, ils veulent faire une loi pour négocier avec les syndicats contre 85% des syndicalistes. Il y a un petit problème. Et c'est pour ça que ça ne s'arrêtera pas, cette question-là. On ne va pas laisser le droit se démonter entreprise par entreprise. Juste dire, vous savez, je vais vous raconter, mais je crois que je l'ai écrit dans un article de l'Humanité Dimanche. Mais comment ça va se passer dans une boîte? Moi, j'ai toujours 3 boîtes en mémoire quand je contrôlais. J'étais dans le 3e arrondissement. Il y en avait une de 45 salariés. Il y a 40 femmes qui travaillent, elles sont 4 rangées de 10. La contre-maîtresse est sur une estrade, comme je le dis, pour les surveiller toute la journée, pour pas qu'elles parlent entre elles. Et elles ne parlent pas entre elles. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de délégué du personnel, il n'y a aucune institution. Après la loi El Khomri, là, le patron va arriver sur l'estrade à côté de la contre-maîtresse. Et il va leur dire, écoutez, je ne peux plus payer les heures supplémentaires à 25%. Je vous propose de les payer à 10%. Il y a quelqu'un qui est contre. Il n'y en a pas une qui va le payer. Elles vont calculer parce qu'elles ont besoin des heures supplémentaires. Parce que chacun améliore leur petit salaire. Elles vont calculer dans leur tête combien ça va leur faire en moins.
qu'elle passe de 25% à 10%. Combien il va falloir qu'elle en fasse en plus pour essayer de gagner autant ou de ne pas gagner moins? Mais ça ne changera rien, elles vont passer à 10%. C'est pour ça que je dis que ça met en cause les 35 heures. Parce que ce qui caractérise les 35 heures, c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et leur majoration. Moi, je suis pour des heures supplémentaires rendues plus coûteuses que l'embauche. Mais ça passe. C'est le contraire. La deuxième boîte, c'est une boîte de 35 salariés, je la connais aussi. Le patron est plus sympa. Il aime bien ses salariés. Il va dire, bon, moi, je les maintiens à 25. Oh, non, elle gagne déjà pas beaucoup. Puis ça va mentir. Donc, il va dire, on garde 25. Mais c'est le banquier qui va arriver. Qui va dire, mais monsieur l'employeur, à la fin du trimestre, vous avez besoin de moi, vous êtes à découvert. Ah, je vais vous aider. Mais pour vous aider, je voudrais que vous aidiez vous-même. Parce que, vous savez, moi j'aime bien que les entreprises fassent des marges, je suis banquier. Et l'entreprise d'à côté, elle fait des marges supérieures à vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont passés à 10. Ouais, comment ils pouvaient envoyer promener le banquier? Il dit, c'est la loi, je ne peux pas. Mais là, le banquier va lui dire, c'est plus la loi. Vous pouvez passer à 10%. Et donc, si vous ne passez pas à 10%, je ne vous aide pas à la fin du trimestre. Et le gars, bon patron, il va aller voir ses salariés, il va dire, mais je ne peux pas faire autrement, j'aurais voulu vous maintenir à 25%, mais vous allez passer à 10% parce que sinon, je ferme la boîte, le banquier ne donne pas l'argent à la fin du trimestre. La troisième boîte, elle est rue Notre-Dame de la je la connais par cœur, ils sont 15 dans la boîte, c'est un patron voyou. Le comptable est voyou. Ils vont chercher comment tirer profit de la loi El Khomri. Ils vont s'en sortir très bien. Le gars va la lire. Les heures supplémentaires peuvent être majorées ou compensées. Avec son voyou comptable, ils vont chercher quel est le sens du mot compenser. Et puis ils vont y trouver, ils vont dire on leur donne un blouson à la fin du mois, comme compensation. Et ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que dans 3 entreprises du même secteur de Paris, du même arrondissement, de la même branche, la conséquence du dumping social sera l'abaissement immédiat des salaires des salariés concernés dans une concurrence tirée vers le bas. Il faut expliquer concrètement à des millions de gens ça, pour qu'ils viennent dans la rue le 15 septembre. Parce qu'il faut leur donner la rage. Ils perdront tous. Il y a 1 milliard d'heures supplémentaires qui ne sont déjà pas payés dans ce pays. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. 1 milliard d'heures supplémentaires. Et maintenant, celles qui sont payées vont baisser de cette façon-là. Et évidemment, ça a un effet pour le chômage. Parce que les gens vont courir pour les heures sup. Et autant d'heures sup on fera, autant d'embauches il n'y aura pas. C'est pas trop dur à comprendre. Même de précaires, il n'y aura pas. Et donc on a là toutes les raisons. Alors, le salariat, c'est la majorité, c'est lui qui est frappé. C'est pour ça qu'on a une chance de gagner. Parce que le salariat, c'est notre base. Mais en même temps, le salariat, puisqu'on est pour la rentrée, il va s'interroger parce qu'il dit aussi, est-ce que politiquement, on a une chance de traduire notre combat? Notre combat, il a été beau parce qu'il est probablement passé 3 500 000 personnes dans les 13 manifs qui sont venus au moins une fois. On a eu la jeunesse, tu as raison de le parler, Camille. Et puis, il y a eu près de 500 entreprises occupées, ça n'a pas été assez remarqué, ça. Localement, hein, dans des secteurs tour à tour, pas tout en même temps. Et les premiers qui ont d'ailleurs occupé leur entreprise avec succès, c'était les intermittents du spectacle. Parce que le jour où ils ont occupé Odéon et tout ça, ils ont gagné. Il faut toujours avoir la perspective d'occuper les entreprises quand on veut gagner. Et les intermittents l'ont prouvé, je crois, ça avait du temps de développer. Mais il y en a eu plein d'autres, hein, et qui sont encore, même dans le transport, même dans tout ça. Donc ça a été un combat profond. On dit parfois, mais est-ce que ça s'est arrêté aux militants? J'ai entendu un débat avec des syndicalistes, là, j'étais à Avignon. Donc, c'est une bataille de l'ampleur de novembre-décembre 95. Elle est dans la durée, elle est plus profonde. La pétition d'1 300 000 signatures aussi. Et ça a touché aussi tous les secteurs de la population. En partie, le public s'est moins mobilisé après, le secteur public. Mais moi je le dis, hein, s'il y a des fonctionnaires dans la salle qui croient qu'ils ne sont pas touchés, ils ont de la boue dans les yeux. Parce que le statut de la fonction publique suivra ce qui se passe là. Et ensuite, après, les jeunes, ils avaient du mal, parce qu'en mai à juin, c'était plus dur, etc. Mais là, en cette rentrée, on peut leur redire que ça va avoir des conséquences, qu'ils ont 3 CDD de suite, que la précarité va les frapper davantage, etc. Donc on a tous les éléments argumentaires pour continuer, mais il faut aussi parler des débouchés politiques. Parce que si la gauche n'est pas unie, je dis bien mes mots exacts, la gauche n'est pas unie. Et la gauche, c'est qui? La gauche, c'est qui? Je connais le débat. Et pour cause, vous pourriez l'avoir avec moi, vous avez invité un socialiste. Il faut conclure, Gérard, on en reparlera. Je veux dire, la gauche, l'appartenance à la gauche est déclarative. Personne ne peut juger à la place d'autres. Il n'y a pas de tribunal.
pour décider qui est de gauche, qui est de gauche, l'appartenance est déclarée. Et la gauche, c'est aujourd'hui presque 19 partis, 8 syndicats. Et dans la gauche, il y a une droite de la gauche et une gauche de la gauche. Et puis un centre de la gauche. D'ailleurs, dans les partis aussi. Dans tous les partis, et parfois il y a le même débat dans chaque parti et dans chaque syndicat. Elle est plurielle, elle est diverse. Et aujourd'hui, notre malheur, c'est que c'est l'extrême droite de la gauche qui nous dirige. C'est ça notre malheur. Mais nous sommes la majorité de la gauche. Si nous étions unis, on pourrait les virer avec une pichenette. Valls n'est pas plus de 5%, même de son propre parti. Donc la question, c'est l'unité de la gauche. Et les gens vont avoir besoin. J'étais content de lire ce matin que Pierre Laurent dit que, avant-hier, il disait qu'on est pour un candidat unique de la gauche et qu'il fallait faciliter les convergences pour arriver vers un candidat unique. Parce que si nous avons 5, 6, 7 candidats, les gens vont se dire, mais on va dans le mur, et il n'y a pas besoin d'être un grand politique pour savoir que même s'il y a 2 candidats, la gauche est balayée. Et s'il y a 2 candidats que la gauche est balayée et qu'il y en a 4 ou 5, alors tout le combat qu'on est en train de laisser à la force du combat et le connerie s'interroge. Comment on peut traduire? Et c'est la question qu'on va sûrement débattre, c'est comment est le lien entre la force de ce mouvement social, qui est la gauche en fait, qui est les 80-90%, comment celle-ci peut se trouver incarnée politiquement pour pouvoir conforter ces luttes en une victoire politique. Il faudrait du temps pour détailler. Évidemment, c'est d'abord l'inspection du travail, avec son indépendance. Il y aura un procès contre une inspectrice, d'ailleurs c'est le 14 septembre prochain, à l'affaire Tefal à Chambéry, que je vous invite à suivre parce qu'il sera un vrai test de ce que deviendra ensuite l'inspection. Ensuite, la médecine du travail va mourir, c'est une médecine de prévention, on visite tous les 4 ans, plus de visites d'embauche, c'est clair. Bon, ensuite, on va voir les prud'hommes, parce que c'est tout le début, déjà les prud'hommes vont être pas seulement l'affaire du barème indicatif, mais les moyens de fonctionner et l'esprit général dans lequel on peut accéder aux prud'hommes, ça va être complètement transformé, ce n'est plus une justice gratuite, directe, ça va être tellement compliqué que de moins en moins de salariés pourront apporter. Ensuite, vous pouvez prendre l'article 27, c'est celui qui va empêcher les indépendants type voiture, tourisme avec chauffeur de chez Uber d'aller faire requalifier leur contrat en contrat de travail, puisque le Code du travail demande explicitement de s'applique plus à eux, et que les URSSAF n'ont plus pouvoir aller traquer les donneurs d'ordre des plateformes pour faire respecter le paiement des cotisations sociales. Vous avez l'article 52, qui est un article qui dit que les droits des chômeurs vont encore être dégradés, puisqu'on pourra à nouveau aller chercher des indus ou des trop perçus sur le compte des chômeurs, lorsque, même quand ils y ont droit, c'est-à-dire lorsque seulement la paperasse n'aura pas été faite. Donc moi, je fais ma petite pub, parce que c'est pas TF1 qui me la fera, mais je vais décortiquer cette loi. Je suis pas le seul à l'avoir fait, tout le monde l'a fait, mais c'est important de développer tout ça pour continuer la bataille. Parce que 70% des gens sont contre la loi, mais en même temps 63% se plaignent de n'être pas assez informés sur elle, ce qui est normal, parce que les médias ne le font pas. Donc, si nous voulons augmenter le nombre de gens qui sont payés, il faut faire l'information que les médias, évidemment, ne le font pas. Alors ensuite, après, sur la plateforme, depuis maintenant 9 mois, à peu près toutes les forces de gauche travaillent pour une plateforme commune. La gauche du Parti socialiste, le Parti communiste, les Verts, et Mélenchon s'est réuni pour la première fois le 21 janvier dernier. Dans cette réunion, Jean-Luc Mélenchon nous a dit qu'il n'y a pas besoin de plateforme, c'est celle de la dernière fois, et il faut le candidat le plus expérimenté, c'est moi. Donc la question s'est réglée tout de suite avec lui, il est parti, il n'est jamais revenu. Mais nous avons discuté de plateforme depuis. Et cette plateforme, elle s'appelle provisoirement l'appel des sons. Et ce texte est en train de se préciser, puisqu'il pourrait, nous l'espérons, sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après, et qu'en 50 mesures, il dit, à mon avis, toutes les choses qu'il faut dire. Ça n'est pas si difficile que ça de faire une plateforme de gauche. Vous dites que vous êtes pour l'augmentation du SMIC à 800 €, que vous êtes pour la réduction du temps de travail à 32 heures, que vous êtes pour qu'il y ait la retraite à 60 ans, vous dites qu'il faut un salaire maximal pour les patrons à 20 fois le SMIC, vous dites qu'il faut, comme tu l'as dit Frédéric, pas plus de 5% de précaires dans les entreprises, et ensuite vous prenez les mesures de réforme fiscale, de réforme bancaire, qui permettent d'aller vers ça. Il faut dire, par exemple, mon ami Montebourg a dit pour moi une immense connerie, quand il a dit qu'il faut produire d'abord avant de redistribuer les richesses.
Moi, je suis pour redistribuer les richesses tout de suite, parce que c'est un moyen de changer les choses pour produire différemment ensuite, et sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, distribuer les richesses d'abord, à mon avis, c'est dans une plateforme de gauche accessible et sur laquelle on peut se mettre d'accord. Donc, à partir du moment où on peut se mettre d'accord sur une plateforme, pour moi, on a intérêt à rechercher et à construire une candidature commune. Ce n'est pas la question du nom, c'est la question de la volonté. S'il y a deux candidatures sur une même plateforme, on verrait que c'est assez absurde. Et s'il y a deux candidatures, même pas sur une même plateforme, c'est foutu. Les amis de Jean-Luc, que j'ai côtoyé bien avant eux pendant de longues années, me disent, nous on va être devant Hollande. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça n'aura aucune importance. On sera tous battus en juillet prochain. Il y aura 25 députés socialistes, c'est pas les meilleurs. Il y aura 0 PC, 0 vert et 0 parti gauche. Dès qu'il y a une défaite et qu'on n'a pas le choix du candidat au deuxième tour, ou plutôt qu'on nous impose un choix entre les et FN, la déroute sera telle que mécaniquement, j'ai vu hier, j'étais chez les Verts hier, il y avait un sénateur qui s'appelle Dantet qui dit « Nous on prépare la plateforme pour les législatives ». J'ai dit « Tu peux la garder. Si c'est une déroute et qu'on n'est même pas au deuxième tour de la présidentielle, ça sera pire qu'en 1993. » Donc la solution, elle n'est pas dans la recherche de ce qui va se passer après la défaite. Elle est dans la bataille pour éviter la défaite et le désastre qui en suivra. Et donc, à part parler de plateforme, c'est chercher la solution. J'avais quelqu'un chez les Verts, c'était Clémentine Autain, en me disant, mais oui, c'est pas grave, parce qu'on a déjà eu, alors c'était Pompidou-Poher en 1969, deux candidats de droite qui on s'en est remis, puisqu'après il y a eu un programme commun. Je lui dis d'accord qu'on n'était pas exactement dans la même situation, que Le Pen c'était ni Pompidou ni Poher, et que c'était pas nécessaire de repartir par une défaite pour 3 ans plus tard essayer d'avoir une unité qu'on aurait pu avoir avant pour l'éviter. Ceux qui se résignent à une défaite en 2017, c'est qu'ils ont le temps. C'est qu'ils n'ont pas besoin urgent. Parce que ceux qui vont souffrir le plus d'une défaite en 2017, c'est tous ceux qui souffrent déjà. On me dit, oh, ça ne sera pas pire, ça sera pire. Mais ce n'est pas le problème de comparer. C'est que quand vous regardez le programme de Sarkozy et le programme de Juppé, c'est immédiatement pire pour tous les gens. Et les gens n'ont pas envie d'attendre, ni de subir, ni de passer par-dessus une échéance. J'entends des gens très snobs qui disent « On va enjamber 17 ». Bah bien, prends bien leur face d'enjamber. Prends bien leur face en jambon. En jambon. Je veux dire, si on n'est pas conscient que quand on a un rapport de force qu'on construit contre la loi El Khomri, qu'on a une mobilisation de cette taille, si on n'est pas en mesure de donner le débouché politique commun pour dire politiquement on va battre la loi El Khomri l'année prochaine dans l'élection, une partie de nos efforts, de tout ce qu'on a fait, ne seront pas dilapidés parce que les luttes, on les oublie jamais. Elles laissent toujours des traces dans les consciences, elles sont éducatives, elles préparent les lendemains. Mais préparer le lendemain, c'est trouver la solution à partir d'une plateforme pour construire une candidature commune. C'est pas facile. J'ai pas dit qu'il fallait un candidat à un parti, surtout pas du PS, puisque je connais bien la sensibilité, parce que ça ne faut pas être un candidat d'un parti. Malheureusement, les présidentielles dans la Ve République, et moi je suis contre l'élection du président au suffrage universel. Je suis contre depuis 1962, j'avais 17 ans. Et je me suis dit, dès l'époque, on ne va pas élire un roi. Et ça fait 53 ans qu'on élit des rois. Mais je sais pas comment faire pour battre ça. Plutôt, je sais que pour détruire une citadelle de ce type, il faut commencer par la conquérir, parce que sinon, on ne la détruit pas. Et donc, en vérité, l'année prochaine, il faut donner une réponse. Alors, le candidat qui aura, ça ne sera pas le candidat d'un parti, ce sera un candidat unitaire. Il faudra qu'il réponde à l'ensemble du collectif de gauche qui aura fait la plateforme et qu'il la défende. Et d'ailleurs, c'est sur ces critères-là qu'il doit être choisi. Il doit être choisi sur qui sera le plus capable de défendre la plateforme que nous aurons fait. Et là, il y a des caractères, il y a des gens, il y a des trajectoires, il y a des histoires. Et c'est pour ça, permettez-moi de dire que je suis pour une primaire, parce que je ne sais pas comment faire autrement. Et on me dit, mais non, c'est pas bien les primaires. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Comment on fait sans ça? On peut le faire au consensus, c'est-à-dire réunir toutes les directions, mais
est-ce que c'est mieux de réunir toutes les directions pour arriver à un candidat commun que d'avoir 3 ou 4 millions de personnes qui choisissent ce candidat commun? Je préfère qu'il y ait 3 ou 4 millions de personnes, parce que le candidat ainsi désigné, il sera charismatique, il sera poussé par la force des 2 ou 3 millions de personnes qui viennent. Et c'est pas négligeable. Moi j'étais contre les primaires la dernière fois, quand elles ont eu lieu. J'ai changé d'avis quand j'ai vu 3 millions de personnes arriver. Parce que je pensais le PS à l'époque incapable de faire ça. Avec 100 000, comment a-t-il fait pour faire venir 3 millions de personnes? Ça, c'est pas les médias qu'on fait, les gens sont venus. Et il y a plein de militants de tous les partis qui sont venus. Et on a plutôt intérêt à faire ça pour avoir un mouvement qui fasse que le candidat que nous construisons sur une plateforme commune puisse être en position de gagner, donc d'être au 2e tour, et ensuite d'avoir plus de 50% des voix. Alors je vais répondre à la dernière remarque. Est-ce que c'est incompatible, la loi El Khomri, avec le PS? Oui. Bah oui. J'ai dit qu'Hollande avait défait ce que Mitterrand et Jospin avaient fait. Et le PS n'a pas été consulté. De toute façon, quand je dis Mitterrand, Blum et Jospin, c'était unitaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'avancée dans l'histoire sans qu'il y ait une idée. Oui. Je comprends bien ce que je veux dire. Bien sûr, je comprends bien. Parce que par exemple, le Front populaire, par exemple, les 40 heures au Front populaire, c'est la grève qui l'a fait. Voilà. Bon, alors, on est d'accord. Mais après, sur la situation actuelle, même le PS aujourd'hui n'a pas été consulté sur cette loi. Nous sommes dans la 5e République, c'est venu d'en haut, et ça a été imposé à tout le monde. Donc je dis que nul ne l'a voté. Bien sûr. Et ensuite, nous ne pouvons pas, ceci dit, gagner sans embarquer les 6 millions de voix socialistes qui restaient encore le 5 décembre dernier dans les régionales. C'était 66% des voix exprimées à gauche. On ne peut pas. Ces gens-là sont de gauche. Ils votent socialiste. Ça fait des décennies qu'ils votent socialiste. La tradition est très forte, surtout dans le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier a ses organisations traditionnelles, il y tient. Elles ne disparaissent pas sans être remplacées. Et pour gagner, il faut embarquer la totalité des voix du mouvement ouvrier, de la gauche, du salariat, reprenez les mots que vous souhaitez, et embarquer la totalité de ces voix, eh ben, ça ne peut se faire qu'avec une plateforme commune et un candidat qu'on parvient, avec des procédures démocratiques, à désigner ensemble.